Commander un repas, lancer une playlist, trouver un VTC en quelques secondes, franchement, on le fait tous les jours. Nos vies sont complètement rythmées par ces services numériques. C'est devenu tellement simple, tellement intuitif, qu'on en oublie presque toute la mécanique incroyablement complexe qui se cache derrière. Parce que oui, derrière cette facilité d'utilisation, il y a tout un monde invisible. Des modèles économiques super bien pensés, des stratégies pour nous comprendre en tant que clients et des technologies de pointe. Absolument chaque clic, chaque swipe est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Mais alors c'est quoi ce fameux plan d'architecte qui se cache derrière nos écrans? C'est justement ça qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il faut vraiment comprendre une distinction fondamentale. C'est entre la vente de produits et la fourniture de services en ligne. Ce sont, en quelque sorte, les deux grands visages du commerce numérique. Alors, d'un côté, on a le e-commerce. Là, on vend des biens, qu'ils soient physiques ou numériques. L'exemple typique, c'est Amazon. Le cœur de leur métier, c'est la logistique, la gestion des stocks. Et de l'autre côté, on a les e-services. Eux, ils fournissent des prestations dématérialisées. On n'achète pas un objet, non, on achète un accès. Pensez à Netflix, on paye un abonnement pour accéder à un catalogue. Et pour bien se rendre compte de l'échelle de cette économie, il y a un chiffre qui parle de lui-même. 147 milliards d'euros. C'est le poids du marché du e-commerce rien qu'en France pour l'année 2023. C'est juste colossal. On parle d'une économie qui redéfinit complètement les règles du jeu. Allez, maintenant, on va ouvrir le fameux manuel de stratégie de ces entreprises du numérique. Comment est-ce que ces géants font pour créer autant de valeur? On va décortiquer ensemble les moteurs de leur modèle économique. En gros, il y a 4 grands modèles qui dominent tout le paysage. L'abonnement, le freemium, la plateforme et la publicité. Si on comprend ces 4-là, on a les clés pour décrypter la logique économique de la plupart des services qu'on utilise au quotidien. Prenons Netflix par exemple, avec son modèle par abonnement. Sa vraie force, ce n'est pas seulement son catalogue gigantesque, c'est sa capacité à le personnaliser pour chacun d'entre nous. Tenez-vous bien, 80% des contenus qu'on regarde sur Netflix viennent de ses recommandations. C'est pour ça qu'ils investissent des sommes folles en contenu, 17 milliards de dollars, pour nourrir leur algorithme et bien sûr nous garder abonnés. Ensuite, il y a le modèle freemium. Ah, celui-là, il est particulièrement malin. La stratégie, c'est d'offrir un service de base gratuitement pour attirer un maximum de monde. Et le but, c'est de convertir une partie de ses utilisateurs en clients payants avec une offre premium. L'exemple parfait, c'est Spotify. Ils arrivent à convertir près de 39% de leurs utilisateurs gratuits en abonnés payants. C'est un taux qui est exceptionnellement élevé dans le secteur. Arrive ensuite le très puissant modèle de la plateforme. Ici, c'est différent. L'entreprise, elle n'est ni vendeuse, ni prestataire de services. Son rôle, c'est d'être un intermédiaire, un connecteur entre différents groupes de personnes et bien sûr de prendre une commission sur chaque transaction. Uber, c'est vraiment l'exemple parfait. L'entreprise ne possède aucune voiture, pas une seule. Ce qu'elle possède en revanche, c'est l'interface, la connexion entre les passagers et les chauffeurs. C'est là, précisément, que se trouve toute sa valeur. Et ce modèle peut devenir encore plus complexe. Prenez Uber Eats. Là, on a une plateforme à 3 côtés. Il y a les clients qui commandent, les restaurants qui préparent et les livreurs qui livrent. La plateforme, elle, orchestre tout ce balai logistique et au passage, elle prélève une commission qui peut grimper jusqu'à 35% sur chaque commande. Ok, maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les entreprises, on va changer de casquette. On va se mettre à la place du client. Comment est-ce que ces entreprises cartographient nos interactions pour nous guider du tout premier clic jusqu'à la fidélité sur le long terme? Le parcours client classique, il se découpe en 5 grandes étapes. D'abord, on prend conscience d'un besoin. Ensuite, on compare les offres. Puis vient l'achat, la livraison et enfin, le but ultime pour l'entreprise, la fidélisation. Et il faut savoir que chaque étape de ce parcours est pensée, optimisée, dans les moindres détails. Aujourd'hui, le Graal, l'objectif ultime pour toutes ces boîtes, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. C'est une stratégie qui vise à créer une expérience client totalement fluide, unifiée, peu importe si on interagit en ligne, sur une appli ou dans un magasin physique. Les frontières entre les deux mondes s'effacent. Et ça nous amène dans ce qu'on appelle le monde phygital, la contraction de physique et digital. C'est un monde où les expériences numériques s'intègrent directement dans les espaces physiques. On le connaît tous avec le click and collect, où on commande en ligne et on retire en magasin. Mais ça peut aller plus loin, comme la réalité augmentée pour essayer des vêtements virtuellement. Bon, on a vu la stratégie, on a vu le parcours client, mais qu'est-ce qu'il y a sous le capot? C'est quoi ce moteur invisible? Quelles sont les technologies qui rendent tout ça possible? La pièce maîtresse ici, c'est le CRM, pour Customer Relationship Management. Des logiciels comme Salesforce par exemple. Il faut les voir comme le système nerveux central de l'entreprise. C'est là que toutes les données sont centralisées pour créer une vision à 360 degrés de chaque client. Et c'est ça qui permet une personnalisation aussi poussée.
Et bien sûr, l'autre élément incontournable, ce sont les fameux algorithmes de recommandation. Ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui analysent nos données pour prédire et nous suggérer des contenus qu'on pourrait aimer. C'est littéralement la sauce secrète, le cœur du réacteur de plateformes comme Netflix, Spotify ou même TikTok. Et c'est là que ça devient un peu vertigineux. La puissance de ces algorithmes est immense. Ils influencent ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on achète, et souvent sans même qu'on s'en aperçoive. D'une certaine manière, ils sculptent nos goûts, nos découvertes culturelles, de façon totalement invisible. Évidemment, un tel pouvoir, une telle influence, ça s'accompagne d'énormes défis et de responsabilités. Alors regardons un peu ce que l'avenir nous réserve et les questions que ça soulève. La prochaine grande révolution, elle est déjà en marche. C'est l'intelligence artificielle générative. Des technologies comme ChatGPT sont en train de tout bousculer. Le support client, avec des chatbots qui peuvent déjà résoudre 50% des demandes, mais aussi l'hyper-personnalisation du marketing et même notre façon de chercher de l'info en ligne. Mais toute cette puissance a un coût qu'on a tendance à oublier, son impact sur l'environnement. Le secteur du numérique, dans son ensemble, est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Près de la moitié de cette empreinte vient de la fabrication de nos appareils, 30% des réseaux et 25% des data centers qui font tourner le cloud. Et au-delà de l'impact écologique, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante. Dans un monde de plus en plus piloté par les algorithmes, qui est responsable de l'écriture du code éthique? Qui s'assure qu'ils ne sont pas biaisés? Qui protège nos données? Ce sont des défis immenses et qui, au final, nous concernent absolument tous.